Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui. Ah, je sais pas si... merci beaucoup d'être ici. Est-ce que vous pouvez, comme d'habitude, me mettre un petit message pour m'assurer que tout le monde nous entend bien, s'il vous plaît? Ok, super. Merci beaucoup. Alors, je vais attendre quelques minutes. Il est 9h59. On attend en général jusqu'à 10h01, histoire de laisser le temps aux gens d'arriver. Si jamais vous avez des problèmes de son de votre côté, je le dis juste au départ, on ne pourra pas y faire grand-chose malheureusement d'une autre. Mais par contre, n'hésitez pas à revenir à regarder le replay. Parce que dans ces cas-là, c'est la meilleure des solutions si jamais vous n'entendez pas bien. Donc, on va attendre 2 minutes et puis après, on commencera ce webinaire. Merci à tous. Bonjour à tous, donc il est 10h01, on va commencer ce webinaire. Donc je suis Céline Humpage-Versavo, je suis directrice marketing chez Enoptea. Je suis accompagnée aujourd'hui de Nabil Haouti qui est le responsable du pôle Energy Management chez nous. Bonjour tout le monde. Donc bonjour à tous, merci d'être nombreux aujourd'hui. On va donc le thème aujourd'hui, c'est si jamais vous êtes en retard pour la déclaration du décret tertiaire, voilà, on voudrait partager nos bonnes pratiques puisqu'on fait des déclarations depuis maintenant 1 an. Dans les petites choses à vous rappeler, donc merci de bien poser vos questions dans l'onglet questions qui est en bas à droite de votre écran. C'est plus facile pour nous en fait d'y répondre parce qu'on les voit s'aligner les unes après les autres. Et puis bien évidemment, vous pourrez revoir cette présentation en replay à la fin si jamais vous n'avez pas le temps de rester tout du long. Et vous aurez accès à la présentation si vous en avez besoin. Voilà pour la base. Ce webinaire, donc quand vous êtes inscrit, c'est marqué 1/5. Il fait partie d'une série de webinaires, parce que les séries ont la cote en ce moment. Donc, on a fait une série qui s'intitule « Engager une transition énergétique efficace pour son entreprise », dans laquelle on va traiter à chaque fois d'un sujet différent. Donc, aujourd'hui, on parle du décret tertiaire parce que c'est un peu, on va dire, la première action qui a été mise en place souvent par les entreprises liées à la législation. Mais on parlera en fait dans les prochains webinaires d'audit énergétique, de PPI, du décret BAX, de système de management de l'énergie, etc. Donc, si vous participez aujourd'hui, vous serez automatiquement sur la liste de diffusion, donc vous pourrez vous inscrire à tout moment. Dernière petite chose, il y a un sondage qui va être publié d'ici peu. Je vous invite à y répondre pendant la présentation de Nabil. Je vous laisse du coup avec Nabil. Je te laisse avec ton sommaire. Merci beaucoup, Céline. Alors, pour aujourd'hui, pour la présentation, on va commencer tout d'abord par un petit rappel sur le décret tertiaire et aussi par la suite, on va attaquer le retour sur la plateforme Opérate.
on va voir quelques cas, les difficultés que nous, on a pu remonter dans la partie déclaration. Quand on faisait la déclaration pour nos clients, c'est quoi les difficultés qu'on a pu rencontrer. Et que surtout, en fait, le point le plus important, comment on a pu dépasser ces difficultés-là. Et comment vous pouvez justement dépasser ces difficultés à travers des petites astuces. Retour d'expérience sur 3 secteurs. On va évoquer 3 secteurs, un secteur retail, secteur hôtellerie et le secteur logistique. Chaque secteur a ses propres caractéristiques. C'est quoi les éléments les plus importants pour chaque secteur? C'est quoi les éléments à récupérer en prioritaire pour chaque secteur? Et à la fin, on va évoquer des questions-réponses. N'hésitez pas à poser des questions au cours de la présentation. Donc, retour sur la plateforme Opérate, c'est à la fois un rappel du décret tertiaire et un retour sur la plateforme Opérate. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, vous pouvez toujours faire la partie déclarative pour être en mise en conformité. C'est quoi la mise en conformité? C'est tout simplement déclarer une entité fonctionnelle assujettie. Donc, une entité fonctionnelle assujettie, c'est à la fois déclarer tout simplement le bâtiment qui est assujetti au décret tertiaire, donc un bâtiment qui fait une surface plus de 1000 m² ou bien qui se trouve dans un ensemble de bâtiments avec une surface de plus de 1000 m². Ça, c'est le premier point. Une fois on déclare ce qu'on appelle l'entité fonctionnelle assujettie, on déclare par la suite les consommations liées à cette entité fonctionnelle assujettie. Il y a 3 consommations à déclarer. La première consommation à déclarer, c'est la consommation en 2021. La deuxième consommation, c'est la consommation 2020. Et par la suite, il faut déclarer une année de référence qui est entre 2010 et 2019. Donc, en fait, si jamais vous souhaitez avoir en détail l'ensemble de ces déclarations, et comme nous, en fait, alors, il y a un petit problème d'écho, il est difficile à comprendre. Okay. Est-ce que c'est de mon côté? Le son est faible. On va aller vers toi. Ouais. Est-ce que vous pouvez me dire que si là, c'est mieux? A priori. Excusez-nous, on vient de nous remonter effectivement qu'il y avait un problème d'écho. Est-ce que c'est un peu mieux comme ça ou pas? Tu as bien coupé tout tes... Ouais, j'ai coupé mon micro. Ok, c'est mieux. Merci. Merci. Donc, ce que je disais, c'est que pour la partie déclarative, il faut tout d'abord être en conformité par rapport au décret tertiaire. C'est quoi être en conformité? C'est tout simplement déclarer une entité fonctionnelle assujettie, donc déclarer votre bâtiment qui est assujetti au décret tertiaire. Avec ça, il faut déclarer le SIRAT propriétaire, SIRAT locataire, et déclarer les 3 consommations. Une consommation liée à l'année 2021, la deuxième consommation liée à l'année 2020, et la dernière consommation, ce qu'on appelle une année de référence entre 2010 et 2019. Si jamais vous souhaitez avoir en détail la démarche de déclaration de l'ensemble de ces étapes, sur l'ensemble des étapes, en fait, n'hésitez pas à regarder notre webinaire qui est comment déclarer facilement sur la plateforme Opérate. Alors, le point le plus important aussi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, même si vous avez effectué votre partie déclarative, vous pouvez toujours modifier les données à la fois bâtimentaires et les données de consommation. Donc, aujourd'hui, en fait, même si vous validez une consommation, vous pouvez la dévalider, désélectionner et par la suite changer, que ce soit la valeur liée à la consommation énergie de chaque type d'énergie, donc électricité, gaz ou fuel, et ainsi de suite, ou bien de changer peut-être la surface associée à votre consommation. Donc ça, c'est le point le plus important. Et aussi, la dernière étape, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, à partir de Opérate, je pense à partir d'il y a une semaine ou 2 semaines, il est possible de déclarer les consommations de 2022. Donc en fait, donc si vous êtes en retard pour la première partie et la deuxième partie, vous allez devoir créer le FA, vous allez devoir déclarer les consommations 2020, 2021 et une année de référence, et par la suite aussi déclarer la consommation 2022. Si aujourd'hui vous avez fait la première partie, qui est la mise en conformité, il vous reste juste la deuxième partie qui concerne tout simplement déclaration des consommations 2022. Alors, au niveau de la plateforme Opérate, ça c'est quelques données que nous on a récupérées.
Aujourd'hui, en fait, on est à peu près à 532 millions de mètres carrés de bâtiments ou bien de entités fonctionnelles assujetties qui sont déclarées. Par rapport à nos chiffres, cela représente 54% de la surface des bâtiments tertiaires en totalité. En fait. Plus de 170 000 EFA qui ont été déclarés et en total de consommation de 4,2 tégawattheures de consommation. Alors, ça concerne que les années 2021 qui ont été réalisées jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si vous êtes en retard, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est que vous soyez en mise en conformité pour éviter toutes les pénalités. Ça, c'est un point très important, parce que les contrôles vont être effectués à partir de cette année. Donc, s'il y a des retards là-dessus, il faut absolument que vous puissiez créer votre entité fonctionnelle assujettie et déclarer les consommations liées. Si jamais, en fait, vous avez effectué les déclarations, mais il s'avère qu'il y a des erreurs au niveau de la déclaration, au niveau de la surface, ou bien au niveau d'une anomalie, par exemple, le sirène du propriétaire qui était mal saisi, en fait, dans ce cas-là, il faut remodifier à la fois les consommations et remodifier aussi l'EFA associé. Alors, cela nous amène en fait à un point très important, les difficultés que nous, on a rencontrées. Alors, il y a 3 types de difficultés qu'on a rencontrées. Donc, les difficultés liées au bâtiment, la première difficulté. Deuxième difficulté, c'est tout ce qui est lié aux données énergétiques. Et la troisième difficulté, c'est lié à la plateforme opérateur. Donc, en fait, quand on évoque le bâtiment, on évoque par défaut aussi l'entité fonctionnelle assujettie. La première difficulté, c'est que souvent, en fait, on n'a pas cette notion de surface plancher de site. En fait, calculer le surface de plancher des sites, pour certains clients, était un peu difficile. Donc, dans ce cas-là, il faut absolument revenir sur les plans du site ou bien de regarder depuis Google Maps la surface totale du plancher. Donc, ça, c'est une des solutions. La deuxième difficulté aussi, c'était en fait, malheureusement, en fait, on n'est pas au courant, ou bien on n'a pas la maîtrise des données bâtimentaires associées aux données énergétiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, on ne connaît pas combien de compteurs on a en termes d'électricité. On ne sait pas si on a le chauffage pour la partie gaz ou associé à la partie électricité. Donc, en fait, on ne maîtrise pas vraiment les données bâtimentaires. Dans ce cas-là, en fait, il faut absolument revenir aux données des factures. Depuis ces données des factures, vous allez pouvoir récupérer 2 points importants. Le premier point, c'est le PDL, ce qu'on appelle le point de livraison, que vous allez pouvoir retrouver au niveau des factures. Donc, vous aurez soit le PDL, soit RAE, donc ça s'appelle aussi référence d'acheminement d'électricité. On pourra trouver aussi PCE, donc PCE c'est surtout pour la partie gaz, on appelle point de consommation estimée, ou bien PRM. Donc les 4 veulent dire exactement la même chose. Donc souvent c'est quoi? C'est 14 chiffres pour la partie électricité. Donc en fait ça représente quoi? C'est tout simplement au niveau de la facture, vous allez trouver PDL avec 14 chiffres associés, ou bien pour la partie gaz, vous allez trouver 14 chiffres, ou bien GI plus 6 chiffres. Pourquoi je dis que ces 2 éléments sont les plus importants? Parce qu'à travers ces 2 éléments, nous, on va pouvoir, ou bien vous allez pouvoir tout simplement faire une demande auprès des GRD, donc les gestionnaires de réseau de distribution, ce qui veut dire Enedis et GRDF, via des fichiers Excel, vous allez faire une demande. Une fois que vous allez faire une demande pour récupérer les consommations, vous aurez besoin justement de ces données-là. Donc à la fois, vous aurez besoin du numéro de compteur, donc PL ou PCE ou PRN ou RAE, et les données associées à ce compteur, c'est aussi le SIRET de la personne, en fait, de l'entité fonctionnelle qui paye la facture. Donc ça, c'est très important parce que c'est là où en fait, il s'avère que malheureusement, les clients, ou bien, nos clients à nous, ils n'ont pas une maîtrise de données énergétiques. Donc, du coup, si vous souhaitez récupérer ces données, il faut juste regarder la facture. Récupération des sources d'énergie aussi utilisées dans le site hors électricité et gaz naturel. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans votre bâtiment, vous n'avez pas que l'électricité et gaz. Il se peut que vous avez du fuel, que vous faites le chauffage à travers le fuel, vous utilisez d'autres sources d'énergie comme le bois, du butane, du propane, et ainsi de suite. Ces sources d'énergie, en fait, ils sont absolument obligatoires dans l'intégration et dans la consommation et la déclaration des consommations.
il ne faut pas avoir un focus que sur le PDL et le PDL d'électricité et le PCE de gaz, mais il faut voir en fait toutes les sources d'énergie qui sont liées au bâtiment en l'eau. L'eau, en fait, on ne va pas la considérer comme une source d'énergie. Évolution de la surface des bâtiments. Alors, ça, c'est un point aussi important parce qu'il s'avère quoi de temps en temps que entre l'année de référence et les déclarations 2020 et 2021, le bâtiment a changé en termes de surface. Donc, quand vous allez déclarer la consommation 2020 et 2021, il faut absolument déclarer la surface associée au bâtiment pendant ces années-là. Imaginez qu'aujourd'hui, mon bâtiment, il fait 1500 mètres carrés. Alors aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est qu'à partir de 2020 et 2021, mon bâtiment, il fait 1500 mètres carrés. Donc, quand je vais déclarer les consommations 2020 et 2021, je vais associer une surface qui est égale à 1500 mètres carrés. Okay. Mon année de référence que j'ai pu détecter, c'est une année de 2015. Il s'avère qu'en 2015, mon bâtiment, il fait juste 1000 mètres carrés. Donc, en fait, quand je déclare cette année de référence, il ne faut pas que je déclare à la fois la consommation et la surface 1500. Il faut que je déclare les consommations de l'année 2015 et associer avec ça la surface de 1000 mètres carrés. Parce que l'indicateur de performance énergétique de suivi au niveau de la plateforme Opérat, c'est le kilowattheure par mètre carré. On n'a pas un suivi que sur la partie énergétique, ça veut dire juste les kilowattheures, mais le suivi est à l'échelle d'un bâtiment, donc on raisonne par kilowattheure par mètre carré. Donc les mètres carrés, la surface est très importante. Si en 2022, la surface a augmenté ou a diminué, pareil, on fait les mêmes exercices. 2022, ma surface, j'ai augmenté encore ma surface à 1700 mètres carrés. Ben, du coup, je déclare ma consommation 2022 avec une surface associée à 1700 mètres carrés. J'ai des questions, Nabil, donc j'arrête 2 secondes. Est-ce qu'il est possible de modifier l'année et la consommation de référence après les avoir déclarées? Oui, il est toujours possible de modifier, de supprimer les années de référence et de les modifier. Ça, c'est un point très important. Tout au long de l'année 2023, il est toujours possible de modifier ces données-là. Et la dernière, quelqu'un qui a rencontré le problème suivant, un seul SIRET pour plusieurs adresses de sites. Est-ce que c'est un problème qu'on a rencontré déjà sur certains de nos... Oui, on a souvent ce problème-là. Alors, faut qu'on raisonne par rapport à l'entité fonctionnelle assujettie. Il y a plus notion de plusieurs adresses et sites. Alors, si l'ensemble des bâtiments, ils ont le même SIRET, ça veut dire qu'ils ont le même locataire et un SIRET, le même SIRET propriétaire, bah, dans ce cas-là, j'agrège la donnée à l'échelle de l'ensemble des sites. Si chaque site a un SIRET différent, il faut absolument en fait que vous fassiez soit une campagne de mesure pour pouvoir déterminer le ratio associé à chaque entité fonctionnelle assujettie et par la suite appliquer ce ratio au bâtiment ou bien à l'EFA. Et dernière question concernant les syndics. Ça, c'est vrai que ça revient souvent. Les syndics doivent-ils déclarer les consommations de tout l'immeuble? Et si oui, doivent-ils se faire mandater par le syndicat des copropriétaires? Là, c'est plus du résidentiel. Dans ce cas-là, en fait, pour se faire mandater, tout simplement, c'est quoi être mandaté? C'est tout simplement avoir le droit d'aller chercher une donnée qui ne m'appartient pas. Donc, si la donnée des factures appartient, je sais pas, à un propriétaire, bien évidemment, ils peuvent se faire mandater pour qu'ils puissent avoir l'autorisation d'aller chercher cette donnée. Une fois qu'ils ont la donnée, bah, par la suite, ils peuvent la déclarer au niveau de la plateforme Opérat. Il n'y a pas de souci. En tout cas, tout ce qui est déclaré au niveau de la plateforme Opérat, moi, en tant que locataire ou propriétaire, je peux voir les déclarations qui ont été faites et je peux aussi manipuler la donnée et la changer. En fait. OK. Le deuxième point aussi, c'est SIRET mentionné par le client qui n'est pas associé à l'adresse du site assujetti. Il s'avère que le bâtiment, parfois en fait, que vous en tant que locataire, surtout les locataires, c'est lié souvent au locataire ou bien au propriétaire qui est occupant. En fait, le locataire, il n'a pas associé le bon SIRET à l'État. Je parle quand il fait la déclaration par rapport à l'État. En fait, il n'a pas associé le bon SIRET à l'adresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez pouvoir déclarer une entité fonctionnelle assujettie, quand vous allez insérer le SIRET, vous allez vous rendre compte en fait, que l'adresse que l'Opérat a remontée, ce n'est pas l'adresse associée à votre bâtiment. Il se peut que c'est l'adresse associée à votre siège ou bien à l'entité juridique mère, par exemple, ou l'entité juridique tout simplement. Donc, du coup, dans ce cas-là, il faut absolument faire une déclaration auprès de l'État pour que vous puissiez déclarer ce SIRET à la bonne adresse
une fois que vous faites la bonne déclaration, une semaine ou 2 semaines après, la plateforme Opérate, elle peut justement remonter le bon SIRET avec la bonne adresse associée. Voilà. J'ai d'autres questions par rapport à des sites industriels avec plusieurs bâtiments qui sont soumis ayant le même SIRET. Et la personne souhaite avoir un objectif par bâtiment. Comment est-ce qu'on déclare ça sur Opérate? On ne peut pas avoir un objectif par bâtiment. C'est ça le problème. En fait, on a un objectif par rapport à une entité fonctionnelle assujettie. Donc, on raisonne par rapport à l'EFA. Donc, si vous avez vous parlez de plusieurs catégories, donc vous déclarez une entité fonctionnelle assujettie, mais par la suite, quand vous déclarez les consommations, vous pouvez associer la consommation et créer par la suite plusieurs catégories. Mais quand vous faites la création de plusieurs catégories aujourd'hui au niveau de la plateforme Opérate, on va voir, ça c'est une des problématiques, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas associer la consommation à chaque catégorie. Vous faites juste la déclaration de la catégorie, on va dire, qui se trouve au niveau du site. Donc, aujourd'hui, on n'a pas encore, on va dire, un suivi catégorie bien précis au niveau de catégorie par catégorie, surtout aussi un suivi ce qu'on appelle des indicateurs d'intensité d'usage. Parce que malheureusement, la plateforme Opérate n'est pas encore développée. Tout simplement, on attend la dernière sortie de l'arrêté valeur absolue. Et dans cet arrêté, en fait, il y aura l'ensemble des autres catégories, à savoir la restauration, l'hôtellerie, et ainsi de suite, qui ne sont pas encore sorties. Et il se peut aussi qu'il puisse y avoir des modifications sur les anciennes catégories. Ça, c'est à prévoir aussi. Et du coup, aujourd'hui, au niveau de la plateforme Opérate, ce n'est pas un point important de pouvoir par exemple, déclarer les indicateurs d'intensité d'usage par rapport à chaque catégorie, parce que même si vous le faites, vous n'aurez aucun résultat. Donc, plutôt, ayez un focus, surtout le plus important aujourd'hui, c'est ayez un focus sur la partie déclarative, la mise en conformité, donc déclarer votre entité fonctionnelle assujettie et déclarer vos consommations. Ça, c'est l'élément le plus important. Et par la suite, vérifier en termes de qualité de la donnée que vous avez une très bonne donnée et vérifier la performance de votre bâtiment. Est-ce que votre bâtiment il est un bâtiment énergivore ou bien un bâtiment qui est performant? Pour les prochaines années, effectivement, peut-être que d'ici fin d'année 2023, on aura la possibilité par la suite d'insérer les indicateurs d'usage et aussi de voir la valeur associée à chaque indicateur pour la consommation de valeur absolue. Et c'est là, en fait, ça sera pertinent justement d'aller chercher ces indicateurs et de pouvoir comparer entre la méthode valeur absolue et la méthode référentielle. Donc aujourd'hui, par contre, ne perdez pas de l'énergie là-dessus. Soyez juste en conformité et par la suite, une fois l'arrêté valeur absolue est sorti, une fois on est sûr certain qu'il y aura plus de modifications au niveau de la plateforme Opérate, là vous pouvez en fait faire les déclarations des catégories, des sous-catégories et les indicateurs d'intensité d'usage associés. Pour répondre très vite, non, on n'a aucune idée de quand sortira ce fameux nouvel arrêté valeur absolue. On l'attend. Voilà. On l'attend, ouais. Normalement, c'était prévu à avril 2022, mais pour l'instant, on l'attend toujours. Les anomalies liées aux données énergétiques. Donc, les anomalies liées au PDL lors d'une demande historique de consommation depuis Enedis. Alors, Enedis, comme je disais tout à l'heure, c'est un distributeur. Il se peut, alors c'est un point très important aussi, il se peut que votre compteur n'est pas lié à Enedis. Ça veut dire que votre distributeur, vous avez un distributeur local. C'est le cas, par exemple, pour les gens de Strasbourg ou de Grenoble. En fait, il se peut qu'ils ont ce qu'on appelle des ELT. Dans ce cas-là, en fait, ça ne sert à rien. Si vous êtes sûr et certain que votre compteur n'est pas associé à Enedis, ça ne sert à rien que vous fassiez une demande auprès de Enedis parce que Enedis ne va pas reconnaître ce compteur. Il faut que vous fassiez une demande directement auprès de votre fournisseur et c'est lui, en fait, qui va pouvoir remonter la donnée et l'historique des données de consommation. Donc, envoyez un email à votre contact. Le contact, vous allez pouvoir facilement le retrouver au niveau des factures. Au niveau des factures, vous avez un contact pour récupérer les données. Mais la plupart des cas, donc en France, on va dire 95% des compteurs sont associés au Enedis, le compteur d'électricité bien évidemment. Et dans ce cas-là, en fait, nous, on fait une demande côté Enedis. Pour la demande, il faut absolument avoir deux éléments. Donc, comme je disais tout à l'heure, le PDL, le numéro de compteur avec 14 chiffres, et le SIRET associé à ce compteur. Donc, dans les meilleurs des cas, en fait, on va pouvoir récupérer l'historique entre 2011 jusqu'à 2019. On va pouvoir aussi récupérer les consommations 2020 et 2021 avec le retour d'Enedis. Et
parfois, en fait, il se peut qu'on a ce qu'on appelle des anomalies. Alors, il y a 3 types d'anomalies. Première anomalie, c'est que le PDL il est inconnu auprès de Enedis. C'est le cas, par exemple, comme je disais tout à l'heure, lorsque votre compteur n'est pas du tout associé à Enedis et que plutôt associé à un distributeur qui est local, bah, du coup, Enedis va tout simplement nous dire je ne reconnais pas ce compteur. Il est inconnu pour nous. Ou bien, s'il s'agit d'un nouveau compteur, quand il s'agit d'un nouveau compteur qui a été mis en place, par exemple, en 2022, pour l'instant, Enedis ne va pas le reconnaître parce qu'elle ne va pas pouvoir récupérer l'historique entre 2010 jusqu'à 2021. Donc, pour elle, c'est de l'anomalie, c'est que le PDL il est inconnu. Il n'y a pas d'historique associé à ce PDL. Le deuxième problème, c'est que vous avez un siret différent de celui communiqué par le fournisseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement le fournisseur, de votre fournisseur, il n'a pas du tout, lorsqu'il a communiqué un siret à votre distributeur et à vous, en fait, ce n'est pas le même siret. Dans ce cas-là, il faut intervenir et il faut effectuer ce qu'on appelle une prestation M007 chez les fournisseurs. Tout simplement, il faut dire au fournisseur, vous envoyez le siret, par exemple, de l'entité fonctionnelle assujettie au fournisseur, et le fournisseur, il fait cette démarche prestation M007 pour qu'il puisse actualiser la donnée auprès du distributeur. Et 1 semaine ou bien 2 semaines après, quand on refait la demande, dans ce cas-là, le PDL, le siret, ils sont reconnus dans la base de données d'Enedis, et nous, on peut récupérer l'historique. Et le troisième problème, c'est que le fournisseur, il n'a pas du tout communiqué un siret au distributeur Enedis. Dans ce cas-là, il faut absolument que vous contactez votre fournisseur, vous faites la même démarche, vous dites je voudrais que vous communiquiez ce siret-là, qui est le siret de l'EFA, au distributeur, et vous faites et le fournisseur il fait la démarche de son côté. Je pense qu'on a évoqué l'ensemble de ces données. Oui, un point très important aussi, si jamais vous récupérez les données des gaz, faites attention, si vous faites récupérer les données de gaz depuis les factures, je dis depuis les factures, non pas depuis le GRV, au niveau des factures, en fait, on raisonne par kilowattheure PCS, donc pouvoir calorifique supérieur. Il faut absolument qu'au niveau d'un bâtiment opérable, que vous déclarez les consommations en PCI, en pouvoir calorifique inférieur. Donc, il y a un facteur de conversion entre le PCS et le PCI. Pour la partie gaz, c'est de 0,9. Donc, le PCI est égal à 0,9 fois le PCS. Donc, faites attention au niveau de la facture de gaz. C'est surtout la facture de gaz. Pour la facture d'électricité, on n'a que le PCI tout court. Et la troisième difficulté qui est liée à la plateforme Opérate, comme j'ai vu tout à l'heure, c'est que la plateforme Opérate est toujours en évolution. À chaque fois, en fait, on a une nouvelle fonctionnalité ou bien une nouvelle manipulation à mettre en place et ainsi de suite. Donc ça, il faut avoir un peu de la patience et aussi, il ne faut pas trop anticiper. C'est pour ça que j'insiste que ça ne sert à rien aujourd'hui, en fait, d'aller chercher les indicateurs d'intensité d'usage. Le plus important, c'est que vous soyez en conformité, d'évaluer un peu la performance du bâtiment à travers l'indicateur kilowattheure par mètre carré. Et quand on a la sortie de l'arrêté et que la plateforme Opérate est en capacité d'insérer l'ensemble de ces indicateurs avec le calcul, alors je précise, aujourd'hui, vous pouvez insérer ces indicateurs, mais vous n'aurez pas le calcul. Donc, quand la plateforme Opérate aura la capacité de faire tout ça, après, effectivement, ça serait intéressant d'aller chercher ce qu'on appelle les indicateurs d'intensité d'usage et d'évaluer un peu la performance du bâtiment en termes de valeur absolue ou bien méthode référentielle. Alors, l'attestation annuelle n'est pas encore disponible, parce qu'on a souvent une demande par rapport aux attestations annuelles. Normalement, Opérate est censé générer une attestation annuelle. Aujourd'hui, il n'y a pas une attestation annuelle, mais par contre, il y a en fait un screenshot. Vous pouvez générer un screenshot sous format de PDF des déclarations des consommations que vous avez effectuées. Donc, pour chaque consommation, que ce soit 2021, 2020, et l'année de référence ou bien la consommation 2022, vous pouvez générer un PDF. Donc, il suffit juste que vous cliquez sur consommation, recherche d'une consommation, et vous cliquez sur la consommation. Par la suite, vous allez voir tout en bas générer PDF associé à l'année que vous avez sélectionnée. Donc aussi, le siret n'est pas associé à l'adresse du site. Ça, en fait, c'est le problème qu'on a évoqué tout à l'heure, donc ils sont liés. Parfois, en fait, il se peut que, comme je disais tout à l'heure, c'est que votre siret n'est pas associé à la bonne adresse.
Dans ce cas-là, il faut faire une démarche auprès de l'État et que ça soit actualisé par la suite au niveau de la plateforme Opérat. Quand tu dis auprès de l'État? Donc, en fait, il faut déclarer en fait, le SIRET auprès de l'État pour dire, en fait, j'ai un bâtiment avec ce SIRET, ou bien j'ai une entité, pas forcément juridique, parce que l'entité juridique est déjà créée, mais un établissement lié à une entité juridique, mais qui se trouve dans une adresse différente. D'accord. Okay. Et par la suite, souvent, en fait, quand vous faites ça, vous allez pouvoir facilement récupérer cette donnée ou bien s'assurer que la démarche est effectuée sur société.com. Vous pouvez voir les résultats, ou bien sur papers.com. Il y a aussi les résultats associés. Donc, aussi, on a un problème de déclaration de plusieurs catégories avec les indicateurs d'usage, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'il faut faire une déclaration de la catégorie. Pour nous, en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on déclare la catégorie la plus dominante. C'est le plus important, parce qu'en fait, une autre fois, si on déclare plusieurs catégories, ben, en fait, on n'aura pas l'ensemble des données. On déclare juste la catégorie la plus dominante. Le cas des propriétaires particuliers qui n'ont pas de sirène. Dans ce cas-là, en fait, il faut absolument faire l'inscription de propriétaire sur Opérat via son email. Alors, il se peut que le propriétaire, c'est pas une entité juridique, mais c'est une personne physique. Et dans ce cas-là, ben, en fait, il faut que lui puisse faire l'inscription au niveau de la plateforme Opérat, mais via son propre email perso. On ne peut pas séparer des consommations tertiaires et industrielles. Donc, ça répond un peu aux problématiques des sites industriels. Aujourd'hui, en fait, on ne peut pas déclarer à la fois une consommation liée tertiaire industrielle. Il faut absolument déclarer que la consommation liée au tertiaire. Et pour cela, il faut mettre en place des sous-compteurs ou bien une contrainte de mesure. Et on a une absence de détails des descriptifs de différentes catégories. En fait, parfois, en fait, on se perd un peu dans les catégories qu'on trouve au niveau de la plateforme Opérat. Il y a plusieurs catégories. Moi, ce que je vous conseille, c'est de revenir sur le fichier catégorie qui est déclaré, que vous allez pouvoir retrouver facilement sur la FAQ Opérat. Et vous allez pouvoir retrouver par la suite la catégorie qui est liée à votre activité. Vous n'allez pas pouvoir, peut-être que vous n'allez pas retrouver facilement l'activité, mais essayez de vous rapprocher par rapport à l'activité, on va dire, la plus représentative. Donc, en fait, il faut déclarer surtout dans ce cas-là la catégorie la plus dominante. J'ai une dernière question sur les sirettes. Est-ce qu'on peut déclarer le numéro de sirette à différentes adresses auprès de l'État? Non. Non. Le même sirette avec différentes adresses? Oui. Non, c'est impossible. Il faut absolument avoir un sirette à une adresse. On ne déclare pas en fait plusieurs sirettes, enfin un sirette avec plusieurs adresses. Et puis une dernière question sur ce dont tu viens de parler par rapport à la conversion justement des valeurs. J'ai quelqu'un qui me demande si tu es certain qu'il faut convertir les valeurs de consommation pour les saisir sur Opérat. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt rentrer les valeurs brutes? Non, ben, en fait, vous pouvez faire l'exercice, c'est que quand vous insérez les valeurs brutes sur la partie électricité, effectivement, il n'y aura pas de changement. Sur la partie gaz, les kilowattheures, effectivement, en fait, quand vous insérez, je suis pas convaincu, mais il faut que vous allez, en fait, quand vous insérez la valeur, il faut voir en fait si il y a une conversion ou pas. Mais je sais très bien que par exemple, pour le propane mètre cube, il y a une conversion par défaut, mais pour la partie gaz, je ne suis pas sûr. Il faut juste que peut-être on viendra vers vous pour ce sujet. Mais pour moi, le point le plus important, c'est qu'il faut absolument convertir le kilowattheure TCS en PCI pour pouvoir détecter la ligne de référence la plus consommatrice. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que pour les parties propane, fuel, du bois, effectivement, quand vous allez insérer les kilogrammes, les mètres cubes, les litres, c'est converti par défaut, par Opérat. Mais pour la partie gaz, je n'ai pas l'impression qu'il y a une conversion. Mais on reviendra vers vous pour ce sujet. On va voir trois retours d'expérience sur 3 secteurs. Secteur retail et hôtellerie, et aussi dernier secteur qui concerne la partie logistique. Donc, souvent dans la partie retail, en fait, on a 3 catégories. On a une catégorie qui est entrepôt, une surface de vente de magasins, et il se peut qu'on puisse trouver aussi des parties de bureaux à côté des magasins ou bien à côté des entrepôts. Donc, le focus ici, en fait, il faut absolument récupérer la surface de la catégorie, en fait, la plus dominante.
Donc, première des choses, avant de récupérer ces surfaces, avoir le sirène du propriétaire et aussi le sirène du locataire. Pour la catégorie d'activité, souvent, en fait, la typologie de la catégorie exacte, c'est, par exemple, pour le cas de retail, on a souvent des commerces de gros. Mais après, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut absolument que vous puissiez retrouver la catégorie qui est la plus proche par rapport à votre activité. Donc, si vous avez l'entrepôt, il faut bien faire attention. Est-ce que c'est un entrepôt avec juste une température ambiante ou vous avez plutôt une partie logistique de froid ou bien froid commercial? Il faut récupérer les surfaces planchées, les surfaces chauffées ou refroidies, dans le cas où vous avez la partie logistique, et les fluides utilisés. Donc, faites encore attention. Vous pouvez, dans votre bâtiment, vous pouvez avoir plus que électricité et gaz. Vous pouvez avoir aussi du fuel, ou bien du réseau de chaleur, ou bien du propane ou du butane. Et souvent, maintenant, en fait, on a constaté que souvent dans les magasins ou bien dans les retail, on a aussi la présence des bornes de recharge. Quand vous avez la présence des bornes de recharge, il faut aussi les déclarer. Alors, le focus sur cette partie, comme je disais, le point le plus important, c'est qu'il faut avoir une connaissance des différentes catégories. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est pouvoir aussi déterminer la surface de chaque catégorie et par la suite avoir une idée sur la catégorie la plus dominante en termes de consommation. Sur le secteur hôtellerie. Alors, contrairement au secteur hôtellerie, en fait, souvent, en fait, on a le propriétaire qui est le locataire, mais dans tous les cas, il faut avoir le sirène locataire ou bien le sirène propriétaire. Ou bien, c'est aussi, on a des cas où, en fait, le propriétaire est un particulier, donc il effectue l'inscription sur opéra via un email. Modification des surfaces au cours des années. Souvent, au niveau des hôtels aussi, en fait, on a des modifications. Chaque année, en fait, ils rajoutent une surface associée à leur entité fonctionnelle juridique. Donc, faire très attention à la variation des surfaces et déclarer chaque consommation par rapport à sa surface. Faire attention, est-ce qu'il y a une présence d'un spa, d'une piscine intérieure, d'une piscine extérieure chauffée? Est-ce qu'il y a une salle de sport, un sauna ou un hammam? Est-ce qu'il y a une présence d'un restaurant ou pas? Et aussi, pareil, faire attention à ce qu'il puisse y avoir les autres fluides, hormis le gaz et l'électricité. Donc, la surface de chaque sous-catégorie, il faut aussi la déclarer. Donc, aujourd'hui, pareil, sur Operate, en fait, vous pouvez certes insérer les catégories, mais vous n'allez pas pouvoir insérer ce qu'on appelle plutôt avoir une idée sur votre calcul via la méthode valeur absolue. Mais le point le plus important sur l'hôtellerie, c'est qu'en fait, ils sont déjà prêts avec les indicateurs d'intensité d'usage parce que c'est des éléments qu'ils utilisent eux en interne. Parmi les indicateurs, par exemple, sur la partie hôtellerie, c'est qu'on a le taux d'occupation ou bien le taux d'ouverture du bâtiment. Ces indicateurs, en fait, normalement, les hôtelleries ils utilisent en interne pour évaluer un peu leur performance. Donc, eux, lorsque on sera en capacité de déclarer ces indicateurs sur la plateforme opérable, ce sera plus facile pour eux d'utiliser ces méthodes. Contrairement au retail ou bien pour la partie logistique, c'est un peu plus compliqué d'aller chercher ces indicateurs d'intensité d'usage. Donc, en fait, vous allez voir, en fait, par rapport à chaque secteur, en fait, il y a certains qui sont déjà, en fait, ils ont déjà ces indicateurs, donc ils attendent juste la sortie du dernier arrêté pour pouvoir évaluer la performance du bâtiment. Et pour les autres, il vaut mieux en fait attendre la sortie et par la suite évaluer la performance du bâtiment. Et s'il s'avère que le bâtiment a besoin d'avoir la méthode valeur absolue, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser la méthode, insérer plutôt des indicateurs d'intensité d'usage. Pour rappel, pour faire simple, les bâtiments qui sont performants vont mieux utiliser la méthode valeur absolue. Pour les bâtiments qui sont énergivores, vaut mieux opter pour la méthode référentielle. Donc ça veut dire quoi la méthode référentielle? Ça veut dire tout simplement appliquer les moins 40% d'ici, pour avoir une idée de votre objectif d'ici 2030. Pour la méthode valeur absolue, il faut plutôt utiliser les indicateurs et c'est eux en fait qui nous permettent de projeter les bâtiments en termes de consommation d'ici 2030. Et le dernier secteur, c'est la partie logistique. Donc souvent, on a deux catégories, entrepôt et bureau.
Pareil, il faut juste faire attention par rapport au volume de stockage, parce que c'est aussi un des indicateurs pertinents. Il faut faire aussi faire attention aux autres fluides qu'électricité et gaz. La température de consigne, il faut bien la définir pour bien identifier la typologie de la partie logistique. Parfois, en fait, pour l'instant, on a plutôt quatre typologies. On a le logistique de froid négatif, on a le stockage de 1 à 8 degrés, on a le stockage de 12 à 17 degrés, et on a aussi la partie logistique température ambiante. Mais en termes de valeur absolue, par rapport aux arrêtés, je pense qu'on n'a que la partie froid négatif, le plus 1 à 8 degrés et plus de 12 à 17 degrés. On n'a pas encore l'arrêté avec la partie logistique température ambiante. Super. Voilà. On va plutôt voir les questions-réponses maintenant. Alors, globalement, tu as répondu quasiment à tout. Donc, merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi ce webinaire. Il reste quelques questions auxquelles Nabil n'a pas répondu. Donc, j'en ai une sur la contrainte. Comment contraindre son syndic de copropriété à agir sur la communication vis-à-vis du décret et sur le calcul de la répartition des consommations des parties communes? Difficile de contraindre un syndic. Exactement. En fait, malheureusement, au niveau de l'arrêté, en fait, il n'y a pas des ordres côté syndic, propriétaire ou locataire. Il faut que tout le monde travaille ensemble pour la transition énergétique. Ça, c'est un point très important. Mais le point le plus important, c'est que la personne qui détient la donnée, c'est à lui de faire le premier pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour la déclaration, par exemple, de l'EFA, il vaut mieux que le propriétaire fasse le premier pas côté opérateur pour qu'il puisse déclarer l'entité fonctionnelle assujettie. Et une fois il déclare l'entité fonctionnelle assujettie, parce que c'est lui qui a la maîtrise de la donnée bâtimentaire, c'est lui qui a la maîtrise des données associées à ses locataires et aussi des données cadastrales qu'il faut déclarer. Donc, une fois qu'il déclare l'EFA, par la suite, il peut communiquer l'EFA à son locataire. Et quand c'est le locataire qui paye la facture, souvent c'est le cas, en fait, c'est à lui de faire la déclaration de l'année de référence, de la consommation 2020 et de la consommation 2021. Par la suite, dans la même logique, la déclaration des parties communes, soit le propriétaire il communique au locataire la valeur associée à chaque locataire et par la suite le locataire il va la saisir dans la partie commune parce qu'au niveau de la plateforme opérate, on a bien des colonnes de la consommation liée au locataire et la consommation liée à la partie commune. Dans ce cas-là, le locataire peut faire la démarche. Sinon, en fait, lors de la déclaration du locataire, quand il termine la démarche, le propriétaire il peut intervenir sur la plateforme opérate, il peut modifier par la suite les consommations et rajouter la consommation de la partie commune. Ça c'est possible aussi. Directement au niveau de la plateforme opérate, sans toucher, bien évidemment, la consommation liée à son locataire et la partie commune. J'ai deux questions en plus. Dans le cadre d'une convention précaire d'occupation, est-ce que c'est à l'occupant de faire les démarches et les déclarations? Ça, pour le coup, je ne suis jamais convention précaire d'occupation. Non. C'est quelque chose qu'on a rencontré ou pas encore? On se renseignera. Alors, j'ai une question au niveau du. Pour faire ça, en fait, il faut absolument qu'on déclare le FA, il faut absolument avoir un SIRET associé à l'adresse. Pour faire ça. Donc, si le locataire ou bien l'occupant a un SIRET associé à l'adresse, c'est à lui de faire la déclaration des consommations ou bien la déclaration de l'entité fonctionnelle assujettie. Si en fait le locataire c'est pas lui qui paye la facture et que plutôt c'est le propriétaire, dans ce cas-là en fait il vaut mieux que le locataire il rentre en contact avec le propriétaire, il récupère les données associées à sa consommation et qu'il fasse la démarche. Il faut absolument que quelqu'un puisse faire le premier pas. C'est pas parce qu'en fait j'ai envie de dire en fait quand il y aura la sanction, ça sera la sanction pour vous deux dans ce cas-là. Parce qu'en fait, aucun de vous n'a fait la démarche. Et au moins que lorsque vous, en tant que locataire, ou bien vous, en tant que propriétaire, vous avez la responsabilité de déclarer une FA, le locataire, ils ont beaucoup plus la responsabilité de déclarer les consommations liées à leur activité. Dans le cas où, je ne sais pas si c'est une sous-location ou des cas particuliers, c'est pas un locataire,
En tout cas, dans la déclaration de l'OFA, il faut absolument associer un SIRET à l'adresse. Donc, si vous avez il faut pas aller beaucoup plus loin. Il faut juste dire, OK, c'est quel SIRET associé à mon adresse, à mon bâtiment, quand je suis locataire ou propriétaire, et c'est le SIRET qu'il faut le déclarer. Super. Et alors, tu parlais de sanctions, ça tombe bien, c'est la dernière question parce qu'il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'on peut rappeler ce à quoi il faut s'attendre en termes de contrôle et de sanctions dans le cadre justement du décret de CERCEM? Alors, les contrôles, on a déjà commencé à avoir des contrôles. Quand il y a une anomalie au niveau de la déclaration de la consommation, surtout parce que Opérat, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont évaluer les kilowattheures par mètre carré. Et quand il s'avère que, par exemple, cette consommation est trop basse, plus jamais existé, mais en fait, vous allez recevoir un email auprès de l'opérateur pour qu'ils vous disent est-ce que vous avez fait une anomalie ou bien vous avez mal déclaré votre consommation liée à vos énergies, ou peut-être il y a une anomalie au niveau de la surface. Il se peut aussi que ce soit ça, que vous avez mal saisi la surface. Donc ça, c'est le premier contrôle. Et par la suite, normalement, la sanction, c'est quoi? C'est 7500 euros pour l'entité juridique et 1500 euros pour les personnes physiques. Est-ce que c'est par EFA ou par on va dire, création de compte, ça veut dire à l'échelle d'un compte? Moi, je pense que c'est plutôt lié à chaque EFA. Et après, un name and shame. Exactement. Un name and shame qui sera, on va dire, partagé. Ouais, publié au journal officiel, ouais. Des choses comme ça. Ouais. Mais oui, un point aussi important, c'est que l'année 2023, c'est aussi une année de test. Donc, au cours de cette année, ce qui est le plus important, c'est que vous puissiez avoir une maîtrise de vos données bâtimentaires, que vous maîtrisiez vos données énergétiques, que vous ayez une connaissance en fait de nombre de points de livraison qui sont associés à vos activités, qu'est-ce que j'ai comme type d'énergie, et par la suite, d'évaluer la performance de votre bâtiment. Et de faire la partie déclarative. Ne vous inquiétez pas si vous avez vous avez mal saisi la surface ou mal saisi les consommations. Au cours de l'année 2023, vous pouvez à n'importe quel moment modifier ces valeurs-là. Je te remercie, Nabil. On arrive à pile 45 minutes. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse que je viens de mettre, contact@zenoptea.fr. Et puis, n'hésitez pas à revenir du coup pour les prochains, donc les 4 webinaires de plus pour notre série. Ouais. Merci à tous. Passez une excellente fin de journée. Merci tout le monde. Au revoir.